aller loin, ménage s'aventure. Bonjour à tous, très chers téléspectateurs. Vous êtes à La Boussole, l'émission de valorisation des métiers, des parcours et des compétences. On se retrouve après le teaser pour découvrir notre invité. Aujourd'hui, dans notre numéro, nous parlerons d'une thématique, d'un métier très important. Comme il est de coutume dans notre émission, nous laissons le soin à l'invité de se présenter. Bonjour Guillaume. Bonjour Josiane. Alors, moi du coup je m'appelle Guillaume, je suis professeur de philosophie et aussi, et de plus en plus, formateur pour enseignants. Donc, c'est-à-dire que, en quelque sorte, je suis prof pour prof. Prof pour prof. Voilà, je prépare de futurs enseignants à passer le concours de professeur des écoles. Et j'accompagne aussi donc des professeurs qui ont eu le concours il y a moins d'un an dans leur année de stage, du coup dans leur découverte du métier. Dans la découverte du métier. Donc ce que je comprends de ton métier, c'est que tu as une double casquette. Tu es à la fois professeur des lycées et ensuite et formateur des professeurs des écoles. Voilà, c'est ça. Alors en fait, moi, à l'origine, donc, je suis professeur de philosophie de formation. Donc j'ai enseigné au lycée et aussi à l'université dans le cadre de mon contrat doctoral pendant 3 ans. Et je me réoriente progressivement vers donc les métiers de formation, donc où c'est pas un travail spécifiquement philosophique. Mais c'est plutôt un travail autour de la pédagogie, de la didactique et donc de l'accompagnement de futurs enseignants ou d'enseignants, donc qui est moins directement lié à la philosophie en tant que telle, mais davantage centré autour des pratiques, des dilemmes et du travail du métier. Du travail du métier, d'accord. Et tu as cette double casquette. Comment est-ce que au quotidien tu gères? Comment est-ce que tu gères cela? Alors disons qu'en fait au quotidien ce qui se passe, c'est que d'un côté dans ma profession du coup j'accompagne beaucoup donc des professeurs des écoles ou des futurs professeurs des écoles, mais à côté de ça je suis très investi dans une association de professeurs de philosophie qui, parmi ces différentes revendications, ces différents mots d'ordre, est particulièrement investi justement dans la question de la prise en charge des enjeux pédagogiques et didactiques en philosophie. Donc c'est comme ça que, en quelque sorte, j'arrive à articuler au quotidien ces deux casquettes, de professeur de philosophie d'un côté et de formateur pour enseignants de l'autre. Donc il y a une circulation, disons, entre ce que je travaille en termes avec de futurs professeurs des écoles, que je cherche à transposer, ou pas forcément transposer, adapter, ou en tout cas à m'en inspirer dans mon enseignement en philosophie. Dans ton enseignement philosophique. Et ici, on va axer l'interview sur ta profession en tant que professeur de lycée. Et pourquoi est-ce que tu as choisi ce métier? Pourquoi pas un autre? Alors, en fait, au départ, c'est pas forcément un choix, en tout cas, ça s'est pas présenté comme un choix au départ, c'était plutôt, on va dire, la logique de mon parcours d'études. J'étais bon, donc je passais les classes comme ça, j'étais bon en philosophie, donc je me suis spécialisé en philosophie, et la logique des bons élèves, entre guillemets, est de passer les concours d'enseignement. Donc c'est vrai qu'au moment de passer le concours, je n'avais aucune certitude sur le fait que ça me plairait ou non. Heureusement, coup de peau, ça m'a plu. Donc c'est peut-être ce qui le choix il s'est plutôt fait après le concours, où à partir du moment où j'ai commencé à enseigner, je me suis de plus en plus investi dans justement une espèce de réflexion sur ce que ça veut dire qu'enseigner, sur les enjeux que ça soulève, etc. Mais ça s'est plutôt passé après le concours.
Voilà, le passage du concours, c'était plutôt la logique, j'étais bon élève, j'avais pas forcément d'autre chose à faire que prof, donc je vais devenir prof. Et voilà, c'est plutôt passé comme ça. Super. Et quel a été ton parcours? C'est vrai que tu as souligné quelques éléments, mais est-ce qu'on peut revenir sur ton parcours? Alors en fait, j'ai d'abord fait un parcours scientifique, mais ça m'a pas plu, donc j'ai fait un parcours économique et social, je suis passé en ES. À la fin donc, de ma terminale ES, j'ai passé mon bac ES. En terminale, la philosophie me plaisait pas du tout, c'était pas du tout mon truc. Ah oui. Et une prépa d'économie et de commerce. Enfin, en tout cas, je me suis inscrit dans cette prépa-là. J'y suis resté un mois. Ça m'a pas plu. Donc, moi, j'avais toujours été intéressé par l'histoire. Donc, comme l'année était commencée, qu'aucune formation ne prend, enfin, c'est difficile de trouver une formation un mois après la rentrée. Je me suis inscrit à la fac, donc en licence d'histoire. Et il se trouve que dans cette prépa éco où je suis resté un mois, il y avait des professeurs de philosophie qui assuraient des cours de culture générale. Et puis là, pour le coup, ça m'avait plutôt plu. Donc comme c'était un peu une année où je savais pas trop quoi faire, donc j'ai fait cette licence d'histoire, ça je savais que ça me plairait. Et je me suis inscrit aussi en licence de philo, un peu par curiosité, voilà, sans forcément beaucoup d'attentes. Oui. Et alors là, c'est vrai que je suis tombé amoureux de la philosophie à la fac. Tombé amoureux. Voilà, ça a vraiment été là pour le coup une vraie découverte. J'ai eu d'excellents professeurs et je me suis réinscrit après cette année en prépa littéraire. Et donc là, en prépa littéraire, il y avait des disciplines qui me plaisaient beaucoup, l'histoire, la philosophie, la géographie aussi qui a été une vraie découverte. Et puis au fur et à mesure que les années passent, c'est vraiment en philosophie que je me suis spécialisé. Et donc après, autant le parcours au début était un peu incertain, après ça a été très linéaire, donc j'ai fait un master de recherche en philosophie, j'ai fait une préparation au concours. J'ai eu le concours de l'agrégation de philosophie en 2016, et donc après j'ai fait mon année de stage en terminale. J'ai fait 3 ans de contrat doctoral, et maintenant, au terme de ces 3 ans, là, je suis... donc cette année, j'étais formateur à mi-temps, donc en INSPE, donc c'est les centres de formation pour enseignants, et prof de lycée à mi-temps. Et à partir de l'année prochaine, je serai formateur à plein temps. À plein temps. Voilà. Ah oui, c'est vraiment un long parcours. Oui. Mais je pense que le plus important, c'est que comme tu l'as dit, tu es tombé amoureux de la philosophie. Et en tant que professeur, comment est-ce que tu arrives à gérer au quotidien ces adolescents? Alors, la question, effectivement, la question principale qui se pose quand on enseigne au lycée, et quand on enseigne en particulier la philosophie, c'est que la plupart des élèves à qui on a affaire sont des élèves qui, a priori, n'ont pas choisi de faire de la philosophie. Et donc ne sont pas forcément spontanément intéressés. Alors ça veut pas dire qu'ils sont hostiles ou ennuyés, mais c'est qu'a priori c'est pas forcément une discipline dont ils savent grand chose, dont ils attendent grand chose. D'autant plus que cette année au lycée j'enseignais donc en voie technologique. Donc des lycéens pour qui on va dire la philosophie n'a pas un gros enjeu même en termes de coefficient au bac. Donc la première question qui se pose, c'est celle de savoir comment articuler à la fois quelque chose qui est susceptible d'intéresser, d'impliquer les élèves, etc., tout en ne renonçant pas à l'exigence. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire de l'animation ou de sacrifier, on va dire, ce qui serait un peu mépriser les élèves, de dire finalement c'est pas un coefficient important pour eux, donc on va faire des choses un peu faciles, un peu amusantes, mais sans exigence intellectuelle. Donc c'est ça le problème qui se pose, donc ça va de manière concrète, la question qui va se poser, c'est celle de comment organiser ces cours
pour essayer de trouver par exemple des formes d'activité ou des formes d'approche qui sont susceptibles de montrer à des élèves qui ne sont pas forcément en facilité avec le type de raisonnement ou le type de langage développé en philosophie, de leur montrer pourquoi ça vaut le coup de s'investir, qu'est-ce qu'ils peuvent en retirer, et quelles questions ça soulève, enfin ce genre de choses. Donc, dans ta pratique quotidienne, tu as une sorte de motivation pour tes élèves, pour les élèves qui, a priori, ne seraient pas intéressés par la philosophie. Voilà, alors ça dépasse la question de la motivation, même si j'ai insisté là-dessus. C'est-à-dire que quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est, pour le dire un peu avec des grands mots, c'est l'idée qu'il y a une égalité foncière des intelligences, que tout le monde est capable, et que du coup, il est essentiel de ne pas sacrifier, comment dire, il y a un devoir pour le professeur de prendre au sérieux l'intelligence de ses élèves. Et prendre au sérieux l'intelligence de ses élèves, c'est quelque chose qui est très, très contraignant, parce que ça suppose de ne pas se laisser aller, de ne pas faire preuve de facilité, de réfléchir vraiment son enseignement de manière à ne laisser aucun élève de côté au maximum. Alors c'est un idéal, on n'est jamais à la hauteur de cet idéal, mais c'est en tout cas l'idéal qu'on se donne et qui est donc très contraignant de ce point de vue-là. Effectivement, tu as parlé dans ta présentation, tu as présenté une double casquette, à la fois de professeur de lycée, en tant que formateur des professeurs des écoles. Et on va un peu revenir sur cet aspect de formateur. Quelles sont tes motivations? Pourquoi est-ce que tu as choisi de former des professeurs des écoles? Alors en fait, ça s'est passé un peu par hasard au départ. Alors en fait, donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait un contrat doctoral, donc j'ai commencé un travail de recherche à l'université. Et je me suis rendu compte en le faisant que ça ne me plaisait pas plus que ça. En tout cas, la manière dont je le faisais ne me plaisait pas. Ma compagne est professeure des écoles, et donc en échangeant beaucoup avec elle au quotidien, on a préparé les concours ensemble aussi. Je me suis rendu compte que les questions de transmission de connaissances, la transmission de connaissances m'intéresse beaucoup plus que la production de connaissances en quelque sorte. Et donc, en échangeant avec elle, je me suis rendu compte que ça m'intéressait beaucoup, et que ça m'intéressait d'autant plus que moi, dans ma formation pour devenir professeur de philosophie, plutôt c'était une non-formation. C'est-à-dire que la différence quand on passe le concours de professeur des écoles et quand on passe le CAPES ou l'agrégation de philosophie, c'est qu'il y a une très grosse préparation en pédagogie, en didactique, sur les différentes disciplines qu'on doit enseigner lorsqu'on est professeur des écoles. Alors qu'en fait, pour devenir professeur de philosophie, la seule chose qu'on nous demande, c'est d'être bon en philosophie. Mais jamais on nous apprend, on nous parle de ce que ça veut dire de gérer une classe, de comment est-ce qu'on organise un enseignement, etc. Ce qui fait que moi, quand j'ai commencé à enseigner, en fait, j'ai appris sur le tas en quelque sorte. J'ai appris, la première fois que je suis rentré dans la salle de classe comme prof, j'ai dû me forcer à aller du bon côté du bureau, parce que sinon j'allais m'asseoir avec les élèves. Et donc, c'est quelque chose dont je trouve que ça m'a cruellement manqué. Et donc, au terme de ce contrat doctoral, je réfléchissais vaguement à comment pouvoir justement réfléchir à ce travail de formation, etc. Et donc il se trouve que par hasard, dans l'association de professeurs de philosophie dont je suis membre, un mail est passé d'un collègue qui informait que l'INSPE cherchait des formateurs. Comme je réfléchissais à ces questions-là, j'ai répondu à l'appel en quelque sorte. Voilà. Et après avoir passé un entretien, ma candidature a été retenue. Donc voilà, ça s'est fait plus vite que ce à quoi je m'attendais, mais je regrette pas. Voilà, mais je regrette pas du tout du coup d'avoir répondu à cet appel. Merci. On a
passé le premier cap de l'émission. On va attaquer le second cap qui s'appelle le challenge. Je crains le pire. En quoi il consiste? Il consiste à prendre une question, à la lire et à relever le challenge. Donc, Alors, j'y vais. Oui. Alors, donne la nationalité des 3 personnalités suivantes. Oui. Jean-Claude Van Damme, Oui. Drake et Abfa. Alors, je crois que c'est terrible parce que je ne connais qu'une des 3 personnalités. Alors, je sais que Jean-Claude Van Damme est belge. Oui. Drake, je sais pas du tout, mais ça sonne un peu anglo-saxon. Alors, je vais dire anglais, mais je sais pas qui c'est. Et alors, Abfa, Alpha Blondie. alors, ça, je sais pas du tout, je connais pas. Alors, je suis désolé, je fais un peu. D'accord. Donc j'ai échoué, je crois, au premier, au premier challenge. Tu as 3 questions. Il t'en reste encore 2. Je vais essayer de me rattraper parce que. Alors, les capitales des villes suivantes. Alors, Lituanie. Alors, c'est Vilnius, je crois. Pologne, c'est Varsovie. Et Argentine, c'est Buenos Aires. C'est vrai, je me suis pas trompé sur la Lituanie parce que j'avais un doute. Défi relevé. Et donc il y en a une troisième, Une c'est ça? troisième, oui. Alors, 3 choses dont tu as peur. Oui. Alors, la première c'est assez simple, les chevaux. Les chevaux. J'ai eu un accident de cheval quand j'étais petit. Depuis, j'ai des rapports un peu conflictuels avec la race équidée. Alors, de quoi j'ai peur? De la précarité financière. Quand j'étais petit, ma mère avait des problèmes d'argent et du coup, c'est quelque chose qui m'angoisse un peu. Et une troisième chose qui pourrait me faire peur. Qu'est-ce qui pourrait me faire peur? Je sais pas. D'ennuyer les gens. Angoisse de professeur. Ennuyer ses élèves. Voilà. Bon. Donc, du coup, 2 sur 3. 2 sur 3. 2 sur 3. C'est quand même bien. C'est mieux que 1 sur 3. On va passer à des sphères plus philosophiques de notre interview. À quoi te renvoie le mot inspiré? Alors, j'ai pas l'impression d'utiliser beaucoup le terme dans ma vie de tous les jours. Oui. Maintenant, c'est vrai que le terme inspiré ou le terme inspiration, moi, spontanément, j'ai plutôt avoir tendance à rapprocher ça des questions de création artistique ou intellectuelle. Quand quelque chose nous inspire ou quand on est inspiré par quelque chose, c'est qu'on trouve dans autre chose de quoi, ou chez quelqu'un d'autre, de quoi créer soi-même, penser soi-même, produire soi-même. Et disons que du coup ce que ça m'évoque, c'est essentiellement cette idée que on ne doit jamais rien qu'à soi-même. On dépend toujours essentiellement des autres pour être soi-même ou pour produire, voilà, ce qui est le plus personnel finalement. On en doit une bonne partie à ceux qui nous entourent. Quelles sont les causes qui te tiennent à cœur, pour lesquelles tu es capable de donner corps et âme? Donc je pense que la cause dans laquelle je suis le plus engagé, on pourrait dire que c'est la question de la démocratisation scolaire. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que cette idée de prendre au sérieux la question de l'égalité des intelligences et donc de l'égalité des chances. En particulier dans le cadre donc, du système éducatif, c'est-à-dire qu'un constat qui est profondément déprimant quelque part, c'est que le système éducatif français produit de manière continue de l'échec scolaire. C'est un des systèmes scolaires dans lequel les inégalités scolaires sont les plus fortes.
dans lequel les inégalités, enfin un des systèmes qui reproduit le plus les inégalités sociales d'entrée. Donc tout ça, c'est un constat qui est déprimant, en tout cas qui demande à réagir. Et donc la cause, je pense, qui me tient le plus à cœur, c'est justement d'essayer de comprendre comment essayer de contrer ces effets négatifs, comment donner des chances authentiques à toutes et tous, pour que la scolarité et plus largement la vie ne soit pas vécue comme un destin en quelque sorte. D'accord. Et moi, j'aimerais rebondir sur la cause qui te tient à cœur. Est-ce que face à ces inégalités, en tant que tu es professeur, tu es aussi formateur, est-ce que qu'est-ce que tu mets en place? Est-ce que tu vas taper aux portes pour dénoncer ces inégalités? Qu'est-ce que tu fais? Disons dans le monde professionnel et dans le monde associatif. Alors dans le monde professionnel, effectivement, auprès notamment des futurs professeurs des écoles, je vais avoir tendance à beaucoup insister sur à la fois une connaissance du système éducatif, parce que en fait, l'inégalité, le caractère inégalitaire du système scolaire tient beaucoup au fait qu'on ne comprend pas bien ou on ne comprend pas suffisamment bien comment le système scolaire fonctionne. En particulier, on aime à se vanter en France que le système éducatif français est méritocratique, comme si c'était une bonne chose. Sauf que, en fait, la méritocratie, c'est un autre nom de l'élitisme. C'est-à-dire que la méritocratie, ça veut dire récompenser les meilleurs et laisser de côté ceux qui sont le plus en difficulté. Et donc, il y a une sorte de schizophrénie, en quelque sorte, à l'attachement, à prétendre être à la fois attaché à l'égalité et à la méritocratie. En fait, il faut choisir, en quelque sorte. Et trop souvent, on pense qu'on peut concilier les deux. Et les inégalités subsistent du fait qu'on ne voit pas suffisamment la tension entre ces deux choses. Et puis de manière un peu plus concrète, auprès donc, de ces futurs enseignants, insister aussi sur le type de questions ou le type de pratiques qui sont favorables à la réduction des inégalités scolaires. Par exemple, l'insistance sur le fait d'expliciter les enjeux et les procédures cognitives mises en place par les élèves ou ce genre de choses. Donc ça, c'est pour le monde professionnel. Et donc pour le monde associatif, comme je le disais tout à l'heure, je suis engagé donc, dans une association de professeurs de philosophie qui justement défend la question, l'idéal de démocratisation de l'enseignement de la philosophie. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que cette association milite, par exemple, pour l'extension de l'enseignement de la philosophie en filière professionnelle, puisqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas d'enseignement de philosophie en voie professionnelle. Pour aussi une révision des programmes et des exercices scolaires, parce que le programme et les exercices classiques en philosophie, la dissertation et l'explication de texte, sont des exercices qui, pour différentes raisons, favorisent grandement les meilleurs élèves, les élèves qui ont le plus d'aisance linguistique, le plus d'aisance culturelle. Et donc, c'est un enseignement qui est là aussi élitiste en quelque sorte, et c'est pas une fatalité, c'est pas que la philosophie en tant que telle est élitiste, c'est que la manière dont elle est enseignée en France est élitiste, et que c'est quelque chose qui à mon avis doit être profondément changé. Donc ça c'est un milieu, donc c'est dans le milieu militant on va dire, la manière dont j'assume cet engagement en quelque sorte. Très bien, et tu l'assumes bien d'ailleurs. Pourrais-tu nous raconter une anecdote liée à ton métier? Oui, alors... une ou plusieurs? Alors, je vais prendre la plus récente, on va dire, celle qui en quelque sorte, qui m'a beaucoup touché parce que elle, justement, elle va dans le sens des convictions qui sont les miennes et que je porte. À la toute fin de l'année scolaire, alors qu'il faisait très chaud, et donc j'enseignais au lycée, donc en classe technologique, et un élève me dit à la fin du cours, donc c'était le dernier cours de l'année, et donc je faisais encore cours, et cet élève me dit mais monsieur, mais pourquoi vous avez la foi comme ça? Pourquoi vous continuez à nous faire cours? Le conseil de classe était passé, etc. Ça aurait été plus simple, voilà, de faire des jeux de société et donc je lui ai répondu que c'est parce que
j'avais confiance en leur intelligence et en leur capacité à se concentrer et à travailler. Et que c'était une manière pour moi de les respecter en quelque sorte. Et cet élève m'a répondu, mais monsieur, c'est la première fois qu'on nous dit ça. Donc voilà, donc c'est une. Je sais pas si c'est touchant ou déprimant, moi ça m'a touché, mais c'est peut-être déprimant sur ce qui s'est passé avant. Mais voilà une anecdote qui m'a la dernière en date, qui m'a beaucoup touché. D'accord, super. Et quel conseil donnerais-tu aux personnes qui voudraient s'orienter vers ce métier? Vers l'enseignement, je leur dirais déjà je sais pas si c'est un conseil, mais déjà de prendre conscience du fait que c'est un métier justement. Et qu'il suffit certainement pas d'être passionné par sa matière ou par sa discipline, ni pour être un bon professeur, ni pour aimer être enseignant. Et que être enseignant, voilà, c'est un métier qui s'apprend. Qui s'apprend à la fois dans des organismes de formation, à l'université, etc., qui s'apprend aussi en échangeant avec les collègues, qui s'apprend sur le tas aussi, et de ne pas oublier que c'est un travail collectif. On a souvent cette vision de l'enseignant en quelque sorte qui est solitaire face à sa classe. Et en fait, si ça se passait vraiment comme ça, tous les enseignants démissionneraient dans leur premier mois d'enseignement. Et voilà, enseigner, c'est quelque chose. On a besoin des autres, on a besoin des collègues, on a besoin des collègues de sa discipline, des autres disciplines, on a besoin d'échanger. Et donc, voilà, quelqu'un qui voudrait devenir enseignant, je l'inviterais à à prendre contact avec des gens qui enseignent déjà et à discuter avec eux de ce que ça veut dire. Voilà. Et moi, j'ai toujours voulu poser cette question à un professeur de philo. Quand on rencontre un professeur de philo, on a tout de suite des préjugés. On se dit, il est bizarre, il est chelou. Et comment est-ce que, en tant que professeur, tu arrives à casser toutes ces barrières? Je sais pas si je les casse toutes, mais comment dire. Je pense que beaucoup de gens ont effectivement des préjugés sur l'enseignement de la philosophie, justement parce que ils n'ont pas eu la chance ou l'opportunité de tirer tout le profit qu'ils auraient pu tirer de leur cours de philosophie qu'ils ont eu lorsqu'ils en ont eu, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Puisqu'on a souvent cette idée que faire de la philo, c'est parler de choses très abstraites ou très bizarres, sans aucun contact avec la réalité pratique. Mais en fait, la philosophie, c'est des questionnements en fait qui peuvent naître de dilemmes très simples en fait, de situations très concrètes. Qui, lorsqu'on y réfléchit, en fait, nous amène à poser des questions, des questions très abstraites. Donc voilà, j'ai eu l'occasion cette année d'expérimenter dans l'école de ma conjointe, puisqu'elle est professeure des écoles, des ateliers de philosophie pour enfants. Typiquement, c'est exactement ce genre de questions auxquelles on est confronté. C'est comment amener des enfants donc, qui ont 9-10 ans à des questionnements de philosophie à partir de situations très concrètes. Et donc, ça va être, par exemple, si on demande à un enfant de 9 ou 10 ans si on a le droit de mentir, un enfant saura très bien que ce qu'on attend de lui, c'est qu'il réponde « bah non, on ne doit pas mentir ». Sauf que tout le monde sait, cette réponse-là, elle n'est pas très intéressante, parce que c'est une réponse qu'on donne sans y réfléchir, et parce qu'on pense que c'est la réponse que l'adulte attend. Maintenant, si on élabore un petit scénario et qu'on confronte l'élève à ce scénario-là, on voit que la réponse est beaucoup plus complexe. Donc imaginons un enfant qui est invité à goûter chez un ami. Donc cet ami, très heureux, a préparé du gâteau au chocolat pour l'accueillir. Sauf que l'autre n'aime pas le gâteau au chocolat. Que faire? Que doit-il faire? Est-ce qu'il doit dire la vérité au risque de décevoir son ami? Non, je suis désolé, je n'aime pas le chocolat.
Est-ce qu'il doit lui mentir en lui disant bah non, je suis désolé, j'ai mangé avant de venir, ou je me sens un peu mal, voilà, donc je peux pas manger. Donc comme ça, son ami ne sera pas déçu. Mais le risque, c'est que la prochaine fois, il lui redonne du gâteau au chocolat. Oui. Est-ce que... est-ce qu'il doit dire... qu'est-ce qu'il doit faire? Et donc, en fait, si on réfléchit à ce genre de... Si on fait réfléchir des enfants à ce scénario-là, Oui. on voit que, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas tout blanc ou tout noir. Et en fait, réfléchir à ce qu'on doit faire dans ce genre de situation, à faire preuve de discernement moral, c'est quelque chose qui est possible à tout âge. Et en fait, c'est ça, faire de la philosophie. C'est réfléchir à quels doivent être les principes de nos actions. Est-ce qu'on doit dire la vérité, même si ça blesse? Est-ce que dans certains cas, on a le droit de mentir? Mais est-ce qu'on a le droit de mentir quand ça nous arrange, ou pas? Et en fait, c'est des questions qui sont très, très complexes. Voilà. Et qui, en fait, renvoient à des situations très concrètes. Merci à toi, Guillaume. Merci, Josiane. Pour cette double casquette. Aujourd'hui, grâce à ton interview, tu as pu éclairer le lanterne. Et cette interview a été enrichissante. As-tu un mot de fin? La philosophie et l'enseignement de la philosophie sont bien moins bizarres que ce qu'on a tendance à croire. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir écoutés. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient se faire connaître, merci de nous écrire à l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran. À la prochaine. Au revoir.